avec une RQTH. Alors, RQTH, c'est l'acronyme pour reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. Ce que je vous propose, c'est d'aborder trois thématiques principales. La première, c'est comment aborder ces situations de handicap dans le cadre d'un processus de recrutement. La deuxième, il s'agira d'identifier les leviers qui peuvent vous permettre de dynamiser votre recherche d'emploi si vous êtes en situation de handicap. Et puis enfin, je reviendrai sur quelques opérations qui sont spécifiques à l'emploi des travailleurs handicapés. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose la question de la façon d'aborder ces situations de handicap en entretien? Eh bien, c'est parce qu'il y a sur le sujet deux forces qui s'opposent, hein. La première, c'est qu'on le sait, le handicap et plus largement que le handicap, c'est la situation de santé, fait partie, des critères de discrimination. Quand je dis qu'ils en font partie, c'est que, c'est inscrit dans la loi, comme étant des critères de discrimination, ce qui veut dire que, il est interdit, pour un employeur de s'appuyer sur l'état de santé ou la situation de handicap pour motiver un refus de recrutement. Mais au-delà du recrutement, il s'agit aussi de s'exonérer de ce critère-là pour tout ce qui va relever de l'accès à la formation, de l'égalité de rémunération, du licenciement, et cetera. Donc tous ces éléments-là doivent se faire à la fois, doivent s'appuyer sur les compétences du candidat et de son aptitude au poste. Et donc du coup, il y a, ce premier élément qui est que, la situation de handicap fait partie des critères de discrimination, du point de vue, légal. Mais on sait, par le biais notamment des rapports d'activité du défenseur des droits. Le défenseur des droits, vous le savez peut-être, qui est le bras armé de l'État sur les questions de discrimination et que vous pouvez solliciter en cas de présomption de discrimination. Le défenseur des droits, par le biais de ses rapports d'activité, montre que malheureusement, la situation de handicap, et l'état de santé font partie encore aujourd'hui, des sujets sur lesquels il est sollicité, puisqu'il reçoit des signalements de personnes, qui se disent victimes de discrimination sur la base de ces critères. Donc on sait que certaines entreprises, volontairement ou pas, peuvent avoir des pratiques discriminatoires sur le sujet, c'est-à-dire qu'ils vont écarter des candidats sur la base de leur situation de handicap. Et donc cette situation, peut faire peur, hein, à des candidats. Certains peuvent, se dire que, bah, s'ils abordent, la question de la RQTH pendant l'entretien, ça peut leur être préjudice et donc d'être écartés du processus de recrutement. Heu, c'est le cas au niveau du recrutement, mais aussi au cours de la vie professionnelle quand la personne est déjà employée. De nombreuses personnes hésitent à parler de RQTH avec leur employeur, du fait du risque discriminatoire qu'il peut y avoir, derrière. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que, vous le savez peut-être, le législateur, oblige les entreprises de plus de 20 personnes à déployer des politiques volontaristes en matière d'emploi des travailleurs handicapés. Et donc, toutes les entreprises ont l'obligation de recruter à minima 6 de leurs effectifs, sur la base de personnes en situation de handicap. Et si l'entreprise, l'employeur ne recrute pas, n'a pas 6 de travailleurs handicapés dans ses effectifs, il doit payer une contribution à l'AGEFIP. L'AGEFIP qui est l'association pour la gestion, du fonds d'insertion des personnes handicapées. Donc cette obligation devrait favoriser les entreprises et devrait faire en sorte que, le fait de disposer d'une RQTH puisse être un élément, de motivation de la part d'un employeur. En tout cas, ça devrait, prendre la forme d'un avantage comparatif, pour les travailleurs handicapés par rapport aux autres candidats. Néanmoins, il faut toujours garder en tête qu'un employeur ne recrutera pas une personne en situation de handicap
du fait de sa situation de santé, mais bien avant tout sur la base de ses compétences. Et c'est uniquement à compétences égales que les employeurs ont le droit de recruter de préférence un travailleur handicapé. Donc attendu qu'il y a ces 2 forces-là, hein, d'un côté, le risque discriminatoire, et de l'autre, l'obligation faite aux employeurs de recruter des personnes en situation de handicap, est-ce qu'il est souhaitable d'aborder, la RQTH, pendant le processus de recrutement? Mais un processus de recrutement est fait de plusieurs étapes. La première étape, c'est l'envoi d'un CV. Et donc pour lire ce CV, le recruteur sera tout seul, soit derrière son écran si vous l'envoyez sous format dématérialisé, soit seul dans son bureau si vous l'envoyez en format papier. Et donc, il y a vous auriez peu d'espace pour expliquer votre situation. Le seul espace disponible en accompagnement du CV, c'est très souvent la lettre de motivation. De fait, je vous inviterai à rester, prudent, sur, le fait d'évoquer votre situation de handicap sur le CV, précisément parce que, ça peut être un élément d'inquiétude pour le recruteur puisque, savoir qu'une personne est en situation de handicap ne le renseigne en rien sur les possibilités d'aménagement de poste ou les besoins de la personne ou les besoins d'accompagnement, et cetera. Et donc du coup, inscrire CRQTH, sur le CV peut inquiéter le recruteur puisqu'il peut potentiellement spéculer sur la difficulté, d'insertion de cette personne et d'intégration du candidat par la suite. Alors, on me pose souvent la question de savoir si je suis un travailleur handicapé et que j'ai besoin d'aucun aménagement de poste, je n'ai aucune restriction d'aptitude. Est-ce que, du coup, je peux le préciser sur mon CV pour rassurer en quelque sorte, le recruteur? Alors bien sûr, indiquer que vous êtes titulaire d'une RQTH, mais que vous n'avez aucun besoin d'aménagement de poste, ça peut participer à le rassurer sur les difficultés d'intégration. Néanmoins, là encore, il faut être prudent puisque, j'évoquais tout à l'heure les capacités de spéculation, du recruteur. Là encore, il peut se dire, ouais, s'il n'y a pas besoin d'aménagement de poste, mais que pour autant il y a une RQTH, c'est peut-être qu'il y a une pathologie, lourde derrière, une pathologie, psychique ou une maladie, chronique qui pourrait devenir, invalidante, par la suite. Donc là encore, son imagination pourrait le faire, écarter, votre CV. Donc je vous inviterai à rester prudent encore une fois, à l'étape du CV. Une nuance toutefois à ce que j'indique là, c'est que, vous le savez peut-être, un certain nombre d'entreprises aujourd'hui affichent, des valeurs en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés, mais au-delà de ça, ce sont des valeurs d'ouverture à la diversité, à l'égalité, entre les femmes et les hommes dans le cadre professionnel, à l'égalité des âges dans les entreprises, à la prise en compte du fait religieux aussi dans le cadre professionnel. Bref, ces valeurs sont de plus en plus pour les employeurs une façon d'attirer des candidats. Alors la plupart du temps, ce sont si l'employeur affiche, ces valeurs, c'est parce qu'il déploie effectivement en interne une politique favorable à l'emploi des travailleurs handicapés. Et donc on peut considérer que si, si dans l'offre d'emploi que vous avez consultée, il est fait mention du fait que, l'employeur déploie effectivement cette politique, handicap, à ce moment-là, le fait d'indiquer sur votre CV que vous êtes titulaire d'une RQTH, peut constituer un avantage, comparatif. Donc voilà, en synthèse, mon conseil, ce serait d'être très prudent, sur cette, mention de RQTH sur le CV, sauf si vous savez que, ça pourra être, un point en plus dans l'étude de votre candidature.
Alors une fois qu'on a passé l'étape du CV, si vous êtes convoqué en entretien de recrutement, est-ce qu'il faut aborder cette question-là? Alors bien sûr, si vous l'avez déjà indiqué sur votre CV, le recruteur, très souvent, spontanément, va vous poser la question de savoir si vous êtes effectivement en situation de handicap et si oui, quels en sont les retentissements sur votre activité professionnelle. Mais si vous ne l'avez pas encore mentionné, l'entretien peut être, un point d'entrée pour aborder ce sujet-là, puisque on sait que, à peu près 70 des cas de discrimination se font à la lecture du CV et une fois que vous avez passé cette étape-là, que vous êtes face à face avec le recruteur, vous avez plus la possibilité d'exposer votre situation et donc de rassurer le recruteur sur votre capacité à occuper le poste pour lequel vous avez postulé. Et donc en entretien, vous pouvez effectivement aborder cette question-là, mais encore une fois en restant, prudent. C'est-à-dire que, si vous n'avez aucune indication sur la capacité de l'entreprise à intégrer des personnes en situation de handicap, si l'employeur n'a jamais communiqué sur son ouverture à l'emploi des travailleurs handicapés, je vous conseillerais d'être encore prudent sur le sujet, peut-être d'attendre encore un petit peu, avant de mettre en avant, cette ERQTH. Peut-être, une fois que vous serez, effectivement embauché ou voire peut-être une fois que votre période d'essai, aura été, validée, si toutefois, vous n'avez besoin d'aucun aménagement, particulier. Si vous avez besoin, d'aménagement de poste, à ce moment-là, l'entretien, ça peut être un bon moment, de l'indiquer puisque ça vous permettra d'échanger avec le recruteur, sur vos besoins et surtout de préparer votre insertion. Puisque, si vous attendez la prise de poste, voire plus tard, pour, exprimer vos besoins d'aménagement de poste ou vos restrictions d'aptitude, mais il peut y avoir une période, difficile à vivre, si ces aménagements ne sont pas mis en œuvre. Donc du coup, l'entretien, ça peut être un bon moment pour évoquer le sujet. Et évoquer le sujet, du handicap en entretien, doit se faire dans un cadre très, très strict et là encore réglementé. Si je parle de règlement, c'est parce que encore une fois, la loi interdit, de prendre en considération la situation de handicap ou l'état de santé pour le recrutement et donc votre recruteur, ne doit pas connaître la nature de votre pathologie, ni les raisons qui vous ont conduit à, être en situation de handicap. En revanche, qu'il est, possible et important de porter à sa connaissance, ce sont les conséquences, de votre pathologie, les retentissements de votre situation de handicap sur votre, activité professionnelle. C'est-à-dire, d'une part, est-ce que vous avez des restrictions d'aptitude? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tâches que vous ne pouvez pas faire du fait de votre situation de handicap? Ça peut être, par exemple, qu'il faut, éviter la station debout ou la station assise, de façon prolongée. Ça peut être, une restriction au port de charges lourdes, par exemple. Ces éléments-là sont importants d'en discuter avec, le recruteur, a fortiori si, il y a si les contraintes du poste, sur lequel vous avez, postulé sont incompatibles avec vos restrictions d'aptitude. Donc voilà, vous pouvez d'une part aborder la question des restrictions d'aptitude et de l'autre côté, vos éventuels, besoins d'aménagement de poste, c'est-à-dire, besoin de, disposer d'un fauteuil ergonomique par exemple, besoin de disposer d'un grand écran ou de logiciels spécifiques en cas de déficience visuelle ou de matériel spécifique en cas de déficience auditive ou autre. Voilà, vous pouvez, également, soumettre ces besoins-là au recruteur au moment de l'entretien, encore une fois, pour préparer,
par la suite une bonne intégration, c'est-à-dire pour que la personne, le recruteur ou le manager puisse mettre en œuvre ces besoins-là en amont de votre arrivée. Et puis l'entretien, c'est aussi un bon moment pour rassurer aussi le recruteur sur les potentielles difficultés d'aménagement, difficultés matérielles d'aménagement, difficultés financières d'aménagement, puisque, vous le savez certainement, les Cap Emploi sont une offre de service de la GFIP qui sont là pour vous aider enfin vous aider, vous et l'employeur, à mettre en œuvre ces besoins d'aménagement, à les mettre en œuvre du point de vue très concret, en identifiant des fournisseurs de matériel et à les mettre en œuvre aussi du point de vue financier puisque dans certains cas, la GFIP participe financièrement à l'achat du matériel aux côtés de votre employeur. Donc c'est aussi un moyen de rassurer le recruteur, sur le sujet. Donc voilà, en synthèse sur cette partie-là, soyez très vigilants sur les mentions que vous indiquez sur votre CV. Il y a absolument aucune obligation pour vous, si vous êtes titulaire de la RQTH, de l'indiquer effectivement sur votre CV. Vous pouvez tout à fait le taire à ce moment-là. Ne l'indiquez que si vous avez l'assurance que l'employeur et déploie une politique favorable à l'emploi des travailleurs handicapés. Et puis au moment de l'entretien, c'est aborder la question du handicap peut être intéressante, mais dans des limites assez strictes, c'est-à-dire sans aborder votre pathologie, puisque connaître la pathologie, le fait que votre employeur connaisse votre pathologie ne lui indiquera en rien vos besoins d'aménagement ou vos restrictions d'aptitude. Donc, c'est bien les conséquences professionnelles de votre handicap qu'il va falloir aborder et rien de plus. Alors quand on est en situation de handicap, il y a tout un réseau d'acteurs et d'outils qui sont spécifiques à l'accompagnement des travailleurs handicapés. Le premier d'entre eux, évidemment, c'est la GFIP. La GFIP qui propose sur son site internet une CVTech sur laquelle vous pouvez déposer votre CV. C'est complètement gratuit pour les candidats et c'est gratuit aussi pour les recruteurs. Et la CVTech de la GFIP fait aujourd'hui figure de référence en matière de recrutement de travailleurs handicapés. Si un recruteur cherche des profils de travailleurs handicapés, c'est d'abord auprès de la GFIP qu'il va se tourner. Et puis, au-delà de la CVTech, la GFIP propose aussi un espace candidat où vous pourrez retrouver tout un tas de fiches conseils qui vous permettront d'optimiser votre recherche d'emploi, y compris sur les questions qu'on aborde aujourd'hui. Est-ce qu'il faut parler de CRQTH sur le CV, en entretien, avec mon manager, avec mon équipe, etc. Donc, n'hésitez pas à y aller. C'est un site qui est assez riche et qui est le site officiel sur le handicap aujourd'hui. Un deuxième élément pour optimiser vos chances, c'est d'avoir recours aux opérateurs de l'emploi et en premier lieu le Cap Emploi. Cap Emploi, encore une fois, c'est une offre de service de la GFIP qui est dédiée aux travailleurs handicapés et c'est une espèce de pôle emploi spécifique pour le handicap au moment de l'insertion, c'est-à-dire qu'il y a un service du Cap Emploi qui est là pour analyser avec vous votre CV, vous aider à le retravailler, imaginer éventuellement un bilan de compétences si vous avez besoin d'accompagnement à la définition de votre projet professionnel, et puis qui va ensuite promouvoir votre CV auprès des employeurs de son réseau. Donc, le Cap Emploi est là pour pour vous accompagner au moment de vos actes de candidature. Mais le Cap Emploi est aussi là pour vous accompagner une fois que le recrutement a été fait
dans l'aménagement de votre poste de travail, comme je l'indiquais tout à l'heure. Donc le Cap emploi va faire le diagnostic de la situation avec vous, avec l'employeur, avec le médecin du travail et va vous accompagner pendant tout le processus pour bien identifier soit du matériel, soit d'autres ressources, notamment des ressources humaines ou des experts qui vont définir précisément vos besoins et vous accompagner jusqu'à la mise en œuvre complète des préconisations. Un 3e élément pour, vous accompagner dans vos recherches d'emploi quand on est travailleur handicapé, ce sont les cabinets de recrutement spécialisés. Alors il y en a plusieurs, sur le marché, hein. Il y a le groupe JLO dont je fais partie, mais on n'est évidemment pas les seuls. Il y a aussi Défi RH, il y a, TH Conseil qui sont nos concurrents sur le sujet, mais à qui vous pouvez faire totalement confiance également. Il y en a certainement d'autres. Je vous laisse faire vos propres recherches sur Internet. En tout état de cause, c'est une bonne chose que de vous faire accompagner par des cabinets de recrutement, puisque au-delà de promouvoir votre candidature auprès de leurs entreprises clients, ces cabinets sont là aussi pour vous aider notamment vous coacher pour, en tout cas, vous donner des conseils pour améliorer la qualité des entretiens que vous allez passer. Et bien entendu, tout leur accompagnement auprès des candidats est totalement gratuit, que ce soit la prise en compte de votre CV, les entretiens que vous passerez chez eux, etc. Alors, je parle des cabinets de recrutement spécialisés sur le handicap, mais bien entendu, je vous invite à contacter aussi les autres cabinets de recrutement généralistes, donc pas spécialisés dans le handicap, pour multiplier vos chances et augmenter votre visibilité sur le marché de l'emploi. Et puis enfin, depuis quelques années, il y a des forums qui se sont, développés, en ligne. Alors les forums d'emploi, c'est pas quelque chose de nouveau, ça fait, des années que ça existe. Généralement, c'était des forums, physiques, sur lesquels vous aviez la possibilité de rencontrer, plusieurs entreprises, plusieurs employeurs dans un même lieu. Et puis du fait de la digitalisation des pratiques et ça a été encore accentué, depuis 2 ans avec, la crise sanitaire. Les choses se font de plus en plus de façon dématérialisée et donc certains forums, ont modifié leurs pratiques pour n'apparaître que de façon, numérique et c'est notamment le cas de Hello Handicap qui, à ma connaissance, est, le plus grand forum, en ligne dédié aux travailleurs handicapés et donc ces forums sont assez simples d'utilisation, hein. Vous postez votre CV quelques jours en amont du forum à proprement parler, soit de façon spontanée, soit en réponse à une offre qui serait publiée sur le site. Et puis, si votre CV est retenu par un des recruteurs, il vous sera proposé un rendez-vous pendant les dates du forum. Voilà en quelques mots les principes de la recherche d'emploi quand on est travailleur handicapé. Alors encore une fois, on fait un focus sur le handicap, mais ça ne vous exonère pas d'engager tout un tas d'autres démarches qui sont ouvertes à tous. C'est-à-dire, d'une part envoyer des candidatures spontanées, d'autre part répondre à des offres d'emploi, d'être présent sur les réseaux sociaux. J'entends réseaux sociaux, professionnels, bien entendu, pour, bien vous donner la plus grande visibilité possible, notamment sur LinkedIn, hein, qui est aujourd'hui le plus grand réseau social, professionnel et puis si vous souhaitez aller encore plus loin, dans l'utilisation de ce réseau social, vous pouvez aussi, vous-même prendre l'initiative de, contacter des recruteurs ou des entreprises pour, leur soumettre, votre candidature. Et puis alors un dernier point, spécifique, pour, l'emploi des travailleurs handicapés. La GFIP déploie depuis quelques années maintenant, ce qu'on appelle le Duo-Day. Le Duo-Day, ça va être très très bientôt dans les jours qui viennent. C'est un dispositif qui permet aux
travailleur handicapé, demandeur d'emploi, d'intégrer une entreprise pendant une journée pour, suivre un métier en particulier. Donc il y a, vous pouvez, poster votre candidature auprès du Cap emploi, leur indiquer que, le Cap emploi de votre département de résidence, hein, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais il y a un Cap emploi par département et celui qui s'occupera de vous sur la partie, recherche d'emploi, c'est celui qui dépend de votre lieu de résidence. Celui qui peut intervenir pour, vous accompagner dans le maintien en emploi et l'aménagement de votre poste de travail une fois que vous êtes recruté, ce sera le Cap emploi du, département de votre lieu de travail. En tout cas pour le Duodès, vous pouvez, contacter donc le Cap emploi de votre, lieu de résidence, leur indiquer que vous souhaiteriez participer au dispositif. J'espère que c'est pas encore, trop tard. De l'autre côté, des entreprises qui souhaitent, s'investir dans le champ du handicap se sont portées volontaires aussi, ont, mobilisé des salariés qui, sur la base du bénévolat, sont prêtes à accueillir un demandeur d'emploi sur une journée complète et lui faire découvrir son métier. Donc c'est une, c'est un dispositif qui fonctionne bien, hein, sur les dernières années. On a toujours de très bons taux de satisfaction, à la fois de la part des travailleurs handicapés qui sont reçus dans les entreprises puisque, ça leur permet de voir comment se passe, concrètement le poste, qu'ils imaginaient. Puis ça leur permet aussi de remettre un pied dans l'entreprise, reprendre contact avec, le monde de travail pour ceux qui sont en recherche d'emploi depuis un bout de temps, puis de se remettre à jour sur les codes de l'entreprise. Et on a aussi de très bons retours de satisfaction de la part des entreprises qui participent, puisque, bah, ça donne aussi, c'est toujours valorisant pour un salarié de montrer ce qu'il fait au quotidien, une personne qui serait intéressée à s'orienter vers son métier. Donc voilà, ça c'est un premier dispositif et puis le 2e, c'est, un dispositif qui se développe de plus en plus, qu'on appelle la POE. POE, ça veut dire préparation opérationnelle à l'emploi et c'est un dispositif ouvert donc aux demandeurs d'emploi, en situation de handicap qui leur permet de suivre une, formation, en amont de l'intégration d'une entreprise. Alors très souvent, c'est dans le cadre d'une reconversion, hein, une personne qui est demandeur d'emploi, qui a d'abord un 1er parcours professionnel qui par la force des choses est devenu, demandeur d'emploi et qui va, postuler un poste qui n'est pas complètement dans son spectre de compétences, même s'il y a quand même de fortes connivences, mais soit parce qu'elle a besoin de se remettre à jour sur un ensemble d'items, parce que ça fait, un bout de temps que cette personne est en demande d'emploi, soit parce que le métier est un peu différent de celui qu'elle exerçait précédemment. En tout cas, l'APOE lui permet de bénéficier d'une formation de 400 heures maximum. 400 heures, c'est déjà beaucoup, mais une formation donc de remise à niveau, pour ensuite, intégrer une entreprise en particulier et cette formation est prise en charge du point de vue, financier par le Pôle emploi. Donc il y a pas du tout de perte financière par rapport au fait d'être demandeur d'emploi et encore mieux, les frais pédagogiques de la formation sont également, pris en charge. Donc il y a de plus en plus d'entreprises qui déploient, des dispositifs de POE, notamment en amont d'un recrutement en contrat d'alternance. Alors, contrat d'alternance, il y a soit, contrat de professionnalisation, soit contrat d'apprentissage. Notez que pour les personnes titulaires d'une RQTH, il y a aucune limite d'âge, pour entrer en contrat d'apprentissage, ce qui n'est pas le cas du reste de la population. Et donc il y a, cette possibilité de réaliser une POE. En tout cas, les entreprises qui déploient la POE, très généralement, le font en amont d'un contrat d'alternance. Donc il y a ces 400 heures maximum de formation
et ensuite vous intégrez l'entreprise avec un contrat d'alternance, donc en alternant période en entreprise et période dans le centre de formation, pour ensuite, dans la plupart des cas, intégrer l'entreprise si vous validez le diplôme pour lequel vous vous étiez inscrit en alternance. Voilà, donc deux dispositifs particulièrement intéressants qui fonctionnent bien et qui sont, j'allais dire relativement récents, mais que ça fait quand même quelques années qu'ils existent, mais qui commencent à être bien connus des entreprises et qui se développent de plus en plus. Voilà, en quelques mots sur la recherche d'emploi pour les personnes